Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto deck building. Je vous en ai beaucoup parlé. Ça y est, il est enfin arrivé. J'espère qu'il vous régalera. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai oublié des choses ou quoi en commentaire. Et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, bienvenue. N'hésitez pas, je pense que ça va vous régaler comme chaîne si vous aimez Lorcana. On fait plein de contenus différents, donc n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres contenus que nous faisons, notamment nos autres tutos. C'est très bien pour démarrer le jeu. Je vais parler notamment de 2-3 tutos au sein de la vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne facile. Tapez ValetPL Lorcana tuto, vous trouverez ça très facilement. On est parti sans plus attendre sur ce tuto deck building. Quel est le but? C'est très simple, c'est de vous apprendre à construire un deck viable Lorcana qui n'aura pas de problème de construction ou de consistance si vous respectez évidemment les consignes que je vais vous donner dans cette vidéo, plus les autres tutos dispo sur la chaîne. Je ne vais pas vous apprendre à faire le meilleur deck méta qui va battre tout le monde, etc. Parce que si je savais faire ça, je le ferai et j'essaierai de battre tout le monde avec le deck que j'ai créé. Donc là, je vous partage juste mes connaissances en termes de construction de deck que j'ai notamment acquis avec Magic, puisque la construction d'un deck Lorcana et Magic, il y a beaucoup de similitudes. Du coup, j'en profite et je joue pas mal à Magic et à Lorcana. Ça me permet de vous faire ce tuto pour vous apprendre les bases. Je vais commencer cette vidéo en vous donnant des conseils de deck building les uns après les autres. Je vais vous apprendre en fait les bases, ce qu'il faut savoir pour créer un deck. Mais en tout cas, ça va passer par vous de la pratique derrière. Vous devrez créer un deck, choisir une mécanique, tester un peu ce que je vous ai dit. Si vous avez l'impression qu'il vous manque des trucs, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à poser la question en commentaire. Des gens ou moi-même ou Val, on vous répondra pour vous aider bien évidemment. Si jamais vous vous sentez un peu perdu une fois que vous avez regardé cette vidéo, donc je vais commencer par les explications. À la fin de la vidéo, je vais reprendre un peu tous les conseils que j'ai donnés pour créer avec vous une decklist et appliquer mes conseils pour faire un truc qui est censé marcher, même si on ne sait pas si le deck va être bon ou pas, juste pour avoir un exemple de deck qui fonctionne, en tout cas avec les règles de deck building qu'on aura respectées. Petit point avant de commencer, pourquoi est-ce qu'on voudrait créer son deck et pas juste prendre un deck fait sur internet? Ça s'appelle faire du net deck, donc prendre une liste sur internet, ou bien pourquoi le net deck c'est bien et pas mal, parce que beaucoup de gens quand on commence un TCG se disent ah mais moi je veux pas prendre les listes d'internet, moi je veux prendre que les listes que je crée moi et gagner, et j'ai pas de mérite si je prends pas un. Ça en fait je comprends le point de vue quand vous commencez, mais en fait c'est totalement faux de se dire ça, puisque c'est comme ça qu'on apprend à jouer un jeu, c'est en se servant de la connaissance des autres. Les règles du jeu, quelqu'un vous les a appris, quelque chose vous a appris, et ben c'est un peu pareil si vous voulez jouer en compétitif. Vous devez vous fier un peu aux règles du jeu, et les règles du jeu pour le compétitif, ça va être de prendre des decks performants qui ont fait des résultats, pas forcément le meilleur deck, mais il faut essayer de viser le meilleur deck entre à quel point vous êtes capable de bien le jouer et à quel point le deck il est fort dans le metagame actuel, dans l'ensemble des decks présents sur l'environnement compétitif d'un jeu. N'oubliez pas que prendre une liste déjà faite d'internet pour du net deck, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Quand vous prenez une liste, demandez-vous pourquoi tel ou tel choix de carte, pourquoi il y a qu'un seul si, qu'un seul mi, pourquoi il y a x3, x4 de ça. Posez-vous ces questions-là, même si vous n'avez pas la réponse, au moins d'avoir le réflexe d'y réfléchir, ça vous donnera des clés de compréhension pour le jeu au global. Et ça, c'est vraiment pas une mauvaise chose. C'est en faisant cet exercice maintenant que vous allez progresser dans le deck building sans deck builder. Et ça, c'est pas mal. Avant de devenir un bon deck builder, il faut savoir être un bon net decker, donc savoir quel deck choisir. Il suffit pas de prendre une liste sur internet et de la jouer. Il faut savoir pourquoi on l'a choisi, pourquoi le joueur qui l'a choisi a performé avec, quels étaient ses choix, etc. C'est des informations que vous pouvez avoir sur internet, et si vous les avez pas, essayez de développer votre esprit de réflexion pour comprendre pourquoi c'était une bonne chose de le prendre. Bref, petit aparté, maintenant on commence vraiment sur le deck building. Alors déjà, il faut que je pose les bases des types de decks. Alors sur Lorcana, il y en a 3, pardon, le 4e n'existe pas encore, donc je ne vais pas en parler, c'est très très rare, donc je vais vous parler des 3 principaux que vous allez rencontrer. Il y a aggro, midrange et contrôle. Aggro, qu'est-ce que c'est? On veut gagner vite en gagnant du lore le plus vite possible avec des petits personnages qui lore beaucoup. On veut gagner du coup, par exemple, du lore dès le tour 1. Donc on va jouer des personnages au tour 1 qui font gagner 2 de lore si possible, pour justement vite monter en lore et finir la partie avec des petits persos que tu poses comme ça, ou voire même gagner des points de lore à distance comme avec une carte comme la chèvre. Qu'est-ce qu'un deck midrange? C'est un deck qui vise à gagner le milieu de partie. Midrange, voilà la moyenne, qui va utiliser du coup des cartes puissantes,
Pas forcément de synergie entre elles, simplement des cartes qui ont de très bonnes statistiques, donc de force et d'endurance, qui ont de moyens, pas forcément de lorer, mais de prendre le board, donc de trade, donc de tuer des créatures adverses en les attaquant en survivant, ce qui va permettre de tuer 2 créatures, donc faire du 2 pour 1, c'est très important dans les jeux de cartes. C'est comme ça qu'on gagne la plupart du temps. Si on ne joue pas aggro, c'est en faisant du 2 pour 1, qu'on soit midrange ou contrôle, que je vais vous parler juste après. Je vais employer le moins possible d'anglicisme, malheureusement, chasser le naturel revient au galop, donc si vous ne comprenez pas certains mots, n'hésitez pas à checker le tuto que vous avez fait sur la chaîne pour retrouver justement les explications de tous ces termes. C'est souvent capable de faire beaucoup de value, du coup les decks midrange, pour outrepasser ce que va faire l'adversaire, même si c'est pas le mot d'ordre dans un deck midrange, c'est pas obligé de faire de la value, donc la value, piocher beaucoup de cartes. Contrôle, le troisième type de deck, ça va viser à gagner en fin de partie, donc on va gérer au début, gérer au milieu, tac tac, on fait des sorts comme soyez prête par exemple pour tout raser, pour voilà qu'il y ait rien qui dépasse, et une fois qu'on a bien contrôlé le milieu et le début de partie, on va écraser l'adversaire à la fin avec des sorts qui coûtent très cher, des créatures, des personnages qui coûtent très cher pour justement gagner l'avantage et que en quelques tours, quelques coups de l'or, hop, on est gagné, ou même sans forcément gagner au lore, l'adversaire va concéder la partie puisqu'il n'aura pas de moyen de revenir et vous allez lentement gagner la partie, il ne pourra plus revenir. Ça, c'est les 3 types de decks. Et au sein de ces decks-là, je vais les diviser en 2 catégories. Ça, c'est juste pour que vous ayez la base. Hein. Je ne vais pas vous expliquer forcément comment créer chaque type de deck. Il y a une catégorie, c'est le sous-type synergie ou le sous-type bonne carte. Il y a des decks synergiques, ça c'est typiquement les decks Amber Steel Song pour ceux qui connaissent. C'est des decks qui vont assembler des cartes et en assemblant certaines cartes, ça va démultiplier leur puissance. Parce que un petit tour 1, c'est pas très puissant, mais s'il permet d'être altéré sur une grosse créature, c'est beaucoup plus puissant, parce que du coup on a envie de le jouer pour pouvoir altérer, mais l'alter si on n'a pas le petit tour 1, c'est moins fort, donc hop, la synergie des deux, et dans le deck Amber Steel Song, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a altéré dès le tour 2 ou dès le tour 3, on a une grosse créature beaucoup plus tôt que notre adversaire, et on s'en sert pour chanter des chansons, donc utiliser des sorts gratuitement, avec le personnage qu'on a altéré, donc on a accéléré, puis profité de l'accélération pour caster, pour lancer un sort qui coûte cher normalement, gratuitement. Donc là, c'est un ensemble de synergies qui a fait que ces cartes, indépendamment, n'étaient pas forcément très puissantes, mises bout à bout, mises côte à côte, et c'était super fort, et ça permet de prendre un avantage certain. À côté de ça, on a les decks bonnes cartes. Deck bonne carte, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des decks comme rouge-violet, pour ceux qui connaissent, qui vont jouer des cartes individuellement puissantes, mais qui n'ont pas ou peu d'effets ajoutés à être joués en synergie. Rouge-violet, c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même des synergies avec certaines cartes, notamment les Madame Mime qui peuvent reprendre des cartes en main. Donc ça fait un peu un effet synergique, sauf que vous prenez n'importe laquelle des cartes d'un deck rouge-violet, elle peut être jouée seule, elle n'a pas besoin de cartes à côté. Elle est plus forte avec certaines cartes à côté, mais elle n'en a pas besoin. C'est pas des mauvaises cartes seules, et ça fait la différence entre un deck du coup synergique ou un deck principalement basé sur des bonnes cartes. Passons au deck build. Qu'est-ce que c'est que deck builder? Donc c'est simplement créer un deck. Avant toute chose, avant de vouloir créer, etc., il faut avoir un but. Il faut avoir un but, que veut faire mon deck? Si vous mettez juste des trucs qui vous plaisent dedans, ça a très peu de chances de marcher. Il y a de grandes chances que ce que vous allez assembler ne donne pas grand chose ou rien. Ça peut marcher, hein, mais généralement, si juste vous dites, tiens, j'aimerais bien jouer que des cartes avec un chien en photo dessus, vous pouvez, il y a un deck avec que des chiens ou que des chiots dessus, mais il y a peu de chances que ça fasse quelque chose, parce que l'idée c'était juste de mettre un truc qui vous a plu. Par contre, que veut faire mon deck? J'aimerais utiliser une mécanique, voilà, cette mécanique est pas jouée, peu jouée, et du coup j'ai envie d'assembler cette mécanique pour voir ce qu'elle fait. Hop là il a un but, et toujours le but de votre deck, c'est de gagner. Vous pouvez faire des decks pour vous amuser, etc., mais c'est quand même une partie de 1 contre 1, si vous ne cherchez pas à gagner, et que votre adversaire va forcément gagner, il va pas prendre beaucoup de plaisir à jouer contre vous parce que votre deck n'était pas fait pour ça, il était juste fait pour que vous vous amusiez tout seul. Du coup, le but d'un deck, c'est de gagner, et comme on gagne, il faut toujours y penser. Il faut toujours avoir une condition de victoire, comment mon deck va gagner. Est-ce que ce que je vais mettre dedans, ce que je vais assembler comme synergie ou les bonnes cartes que je vais y mettre, va me faire gagner ou pas? Il faut se poser ces questions-là. Si vous mettez que des trucs qui vous plaisent, vous risquez d'avoir des trous, typiquement, soit pas de façon de gagner, soit pas des façons de tenir jusqu'au moment où vous allez pouvoir jouer vos cartes qui vous font gagner, et ça peut être problématique. Point de départ de votre deck, ça dépend de l'ambition du deck. Par exemple, une mécanique comme support, celle où quand vous engagez un personnage pour l'envoyer à l'aventure, vous donnez sa force à une autre créature, vous pouvez vous dire, personne joue support, tiens, je vais essayer de jouer un deck support. Je vais essayer, je prends les cartes support, je tape support sur internet, tac tac, je regarde un peu, et vous voyez ce que vous pouvez assembler. Ça, c'est un point de départ, par exemple, pour un deck.
ou alors vous avez envie de tester telle ou telle carte. Vous avez envie de tester une carte Madrigal, vous dites bah tiens, comment on joue de manière optimale cette carte Madrigal? Est-ce qu'il faut que je joue un deck avec des Madrigal? Est-ce qu'il faut que je joue un deck fort et je la teste dedans? Voilà, ça ce sont des points de départ pour vous lancer sur la création d'un deck. Si l'ambition c'est compétitif, vous pouvez par exemple tester une mécanique ou un ensemble de cartes qui est pas ou peu joué pour voir comment il se comporte dans le metagame. Parce que si vous voulez juste deck builder et créer un deck qui existe déjà, bon, apprenez un deck qui existe déjà, ça sert à rien d'essayer de réinventer la roue, ça existe déjà. Mais s'il n'existe pas déjà ou qu'il est très peu joué, là vous avez de la place pour créer. Et vous allez utiliser du coup ce que vous savez faire, ce que vous aurez appris dans ce tuto, ou les connaissances du metagame, donc les decks que vous êtes censé affronter quand vous allez faire des tournois, etc. Parce que la plupart du temps, vous allez avoir envie de faire des tournois pour tester un peu ce que fait votre deck. Ça va vous permettre de designer un deck capable de battre ces decks-là. Vous dites, bah, je sais qu'il y a du rouge-violet, il y a du bleu-gris, il y a du jaune-gris que je vais affronter. Donc, est-ce que mon deck est capable de battre ces decks-là? Je vais essayer de penser à ça pour justement essayer de vaincre mes adversaires qui vont, eux, en grande partie, jouer des decks comme ceci. En plus, vous savez à peu près les cartes qu'ils vont jouer, un avantage par rapport à vous si jamais vous créez votre deck. Par exemple, du metagame. Si vous jouez contre des decks agressifs, vous allez avoir besoin d'early interaction, donc des sorts qui vont tuer les petits personnages de votre adversaire en début, ou alors vos personnages vont devoir tuer les personnages de votre adversaire en début. Typiquement, vous jouez des 3-3 pour 3, et ben ça va permettre de tuer les trucs qui ont moins de 3 de force. Donc avec une seule créature, vous en tuez 2, donc vous ralentissez votre adversaire, vous prenez l'avantage petit à petit comme ça, et si vous jouez des trucs comme allumer les mèches, ben vous pouvez gérer les créatures de l'adversaire avant qu'il ne l'or, parce que lui c'est son but en deck agressif. Si vous allez affronter beaucoup de decks midrange, vous allez essayer de prendre le board mieux qu'eux, faire plus de value qu'eux, piocher plus de cartes qu'eux, pour justement les déborder sur la fin de la partie. Et si vous attendez à plus de decks contrôle, là il faudra mieux jouer agressif, parce que lui il veut vous amener vers la fin de la partie, c'est là où il va être fort, où il va pouvoir utiliser ses grosses cartes et gagner. Vous voulez pas y aller à la fin de la partie. Et comment on évite d'aller à la fin de la partie? Elle se finit plutôt qu'il ne l'a prévu, plutôt qu'il ne le souhaiterait. Donc on joue agressif avec justement des petits horreurs, etc. pour aller vite. Ça, c'est des exemples de où vous attendez à tel deck. C'est exemple un peu basique, en vrai ça marche pas exactement comme ça, mais vous voyez un peu ce que je veux dire avec ça. Et quand vous avez ça en tête, dites il y a beaucoup de decks agressifs là où je joue, ou alors le tournoi que je vais faire, la méta est plutôt agressive, donc il faut que je joue des cartes qui gèrent les decks agressifs, parce que je vais en affronter plein. Par contre, si vous faites un deck non compétitif, vous ne cherchez pas spécialement à faire des tournois, à faire des performances, mais vous voulez juste essayer des trucs, ou alors jouer dans un cercle familial, par exemple, vous pouvez partir un peu de n'importe quelle idée. Toujours pareil, essayer de garder un truc de mon deck, il veut faire quelque chose, il doit faire quelque chose, c'est pas juste assembler des cartes que j'aime bien. Vous pouvez évidemment le faire, je ne vous en empêche pas, c'est juste que si vous vous rendez compte que le deck marche pas, c'est un petit peu normal, c'est parce qu'il y a eu des manquements au moment de la construction du deck. Du coup, si vous jouez plutôt dans un cercle familial avec des amis, à la cool, dans une association, juste on joue pour le plaisir, on cherche pas spécifiquement à faire des decks compétitifs metagame, on veut plutôt jouer autre chose, là je vous conseillerais de vous adapter aux adversaires que vous allez affronter. N'oubliez pas, si vous jouez de manière casual, c'est important que tout le monde prenne du fun. S'il y a que vous qui vous amusez parce que vous avez créé un deck super fort et tout, qui roast tout le monde, les gens après ils vont plus trop envie de jouer avec vous parce que juste vous avez fait un deck trop patate. Donc amusez-vous, créez des trucs un peu plus farfelus, avec peut-être un peu moins d'interaction, comme ça vous avez un peu plus de créatures, de personnages, il y a de la bagarre sur le champ de bataille, ce sera mieux. Évidemment vous faites ce que vous voulez, si vous voulez être le grand méchant de la bande qui a le meilleur deck et qui roast tous ses copains, je ne peux pas vous en empêcher, mais voilà, pensez-y, pensez que si vous n'êtes pas le grand méchant et que vous avez le grand méchant dans votre bande de potes, c'est pas très agréable de l'affronter s'il vous tyrannise avec ses decks méta. Enfin bref, composition d'un deck, 60 cartes c'est la base, il faut 60 cartes pour faire un deck Lorcana, vous pouvez en avoir plus, vous ne pouvez pas en avoir moins. Mon conseil, déjà ici, ne jouez jamais plus de 60 cartes. Ne jouez jamais plus de 60 cartes, certaines personnes en jouent plus, mais tant qu'on ne comprend pas ou alors qu'on ne sait pas pourquoi on jouerait plus de 60 cartes, on ne le fait pas. On ne le fait pas, on reste à 60, c'est le mieux en termes de statistiques. Plus on joue de cartes, moins on a de chances de piocher les cartes qu'on souhaite, les cartes que l'on veut au bon moment notamment. Ne jouez pas plus de 60 cartes, parce que vous n'arrivez pas à vous décider sur quelle carte enlever. Si jamais vous dites « Ah, je sais pas quelle enlever et tout, vas-y, je pars avec 63 cartes, je verrai bien. » statistiquement, ça n'aura pas un impact énorme, sauf que sur un certain nombre de parties, ce petit statistique en plus va s'augmenter et du coup il y a plus de chances que, il y a moins de chances que vous piochez vos bonnes cartes puisque vous avez plus de cartes que prévu, vous avez dilué votre plan de jeu, donc votre deck va moins bien marcher, c'est les statistiques.
Sur 3, 4, 5 games, ça compte pas. Vous pouvez toujours faire des bonnes sorties et vous dire « Ah bah non, bah, il se trompait PL, ça marche très bien ». C'est sur un grand nombre de parties où vous allez forcément voir que ça marche moins que ça marche moins que ça ne marche. En gros, il y a plus de cas où vous êtes gêné par le fait d'avoir plus de cartes parce que vous avez dilué que par le fait de n'en avoir plus pour piocher des cartes différentes. Donc voilà, faut prendre ça en compte. Ne jouez pas plus de 60 cartes, je vous en prie. Pour le nombre d'exemplaires des cartes, on peut jouer des cartes jusqu'à 4 exemplaires dans l'Orcana, et au maximum, on va jouer que des cartes en 4 exemplaires. Il arrive qu'on ne fasse pas 4 exemplaires d'une carte, je vais vous dire les cas de figure juste après, les cas de figure basiques, mais si au global vous savez pas trop, on commence à construire un deck, je vois énormément de gens, je vois plein de decklists passer sur internet avec des fois 1, des fois 2, des fois 3, pas de fois 4, pour avoir plein de cartes différentes, pour tester des trucs, machin, c'est pas bon du tout. Si vous voulez que votre deck soit solide et fasse la même chose régulièrement, c'est ce qu'on veut d'un deck, hein, parce qu'on joue à un jeu de hasard quand même, on pioche la carte du dessus, on ne sait pas ce que ça va être, même si certains piochent beaucoup de cartes du dessus, tu sais jamais quand tu vas piocher, hein, tes exemplaires ils peuvent être tout à la fin, tant que t'as pas pioché les 4 dernières, il y a une carte que tu peux ne jamais piocher malheureusement. Du coup, arrêtez de jouer des cartes en x1, x2, x3, sans aucune autre raison que je teste ou machin. Je comprends que des gens n'aient pas les cartes en x4, des fois vous n'avez pas les cartes et du coup vous faites avec ce que vous avez, ça c'est autre chose, c'est que vous n'avez pas les moyens d'avoir ces cartes en 4 exemplaires. Mais quand vous pensez construisez vos decks, si vous pouvez, surtout les communes et les peu communes, je pense que c'est assez simple de les avoir en x4, on peut vous les prêter au pire des cas, ça, mettez-les en 4 exemplaires au maximum pour être carré. Si vous n'êtes pas carré, vous diluez vos chances de faire des bonnes sorties. Typiquement, un deck qui joue toutes les cartes en 4 exemplaires, il va avoir que 15 cartes différentes dans son deck. Et du coup, c'est très simple avec 15 cartes de voir un peu souvent les mêmes cartes et de faire un peu souvent les mêmes choses. Et si ces choses sont puissantes, on fait souvent des choses puissantes et du coup on gagne souvent des parties. Si à l'inverse vous jouez que des trucs en x2, x3, vous allez monter à 20, plus de 20 cartes différentes. Là c'est dilué et des fois vous les pêchez au bon moment, vous êtes content. La plupart du temps c'est pas le cas et c'est pas ouf. Donc on essaye les cartes x4 au maximum, parce que plus il y a de cartes différentes, moins on a de chance de piocher celle qu'on souhaite, gardez ça en tête. x4 du coup c'est une carte qu'on veut voir tout le temps, et plusieurs exemplaires ne sont pas gênants, donc en général la plupart de vos cartes. x3 c'est la même chose, mais qu'on aimerait ne piocher qu'une fois. Voilà, par exemple une carte que vous avez envie d'altérer, une fois que vous l'avez altérée, les autres copies sont moins intéressantes. Donc vous avez envie peut-être d'en jouer que 3 exemplaires, comme ça vous avez de grandes chances de la piocher, de pouvoir l'altérer, mais un peu moins de chances de la piocher dans une partie. C'est pas trop gênant de piocher des multiples, mais voilà, on évite. C'est pour ça qu'on joue des x3 par exemple, notamment sur les cartes qui coûtent plus cher. Les cartes en x2, c'est une carte qu'on veut plutôt en milieu ou fin de partie. Ça, c'est typiquement soyez prête. Soyez prête, ça coûte 7. On n'a pas envie de le piocher au début parce que c'est non ancrable, ça ne sert à rien jusqu'à ce qu'on ait 7 d'encre et on peut se la faire défausser par des cartes de méchants joueurs de verre en face. Je suis un méchant joueur de verre parfois, donc je sais de quoi je parle. Donc voilà, on ne joue qu'en x2 parce que on n'a pas besoin d'en avoir à tout prix une. On peut ne pas la jouer forcément au tour 7. Soyez prête, imaginons, on peut la piocher un petit peu plus tard et c'est une carte qui peut coller un petit peu dans la main. Les cartes que vous voulez à tout prix, même si vous dites qu'elles ne sont pas bien en début de partie, il faut quand même en jouer plutôt 3, voire 4. Si vous ne les jouez pas dans les 3 premiers tours, mais que vous avez vraiment besoin de la jouer, voilà, ne prenez pas en compte que vous allez la jouer en x2, c'est x3 ou x4. Et en x1, ça arrive de temps en temps, c'est rare mais ça arrive, c'est une carte chère qui se suffit en un exemplaire et qu'on veut piocher dans les parties longues. Par exemple, je vais prendre le sous-fétiche, c'est quelque chose qui va marcher dans les parties quand on est plutôt à la fin. La plupart des listes en jouent 1 ou 2 quand ils en jouent, au moment en tout cas où je tourne cette vidéo. 2 parce que il peut y avoir des cas où on se la fait gérer, c'est dur de le reprendre, etc. Donc on en a un deuxième pour assurer, mais un seul techniquement pourrait suffire parce qu'on ne veut piocher ça qu'à la fin et on ne veut le jouer qu'à un certain moment donné de la partie. Autre cas pourquoi on pourrait jouer que x1 ou x2 de certaines cartes, c'est quand on veut un 5e ou un 6e exemplaire d'une carte. Je m'explique, une 2-2 pour 1 qui est l'or pour 1 qui n'a pas d'effet. Il y en a plein dans toutes les couleurs du jeu. Si votre deck a besoin d'en avoir 5, vous ne pouvez pas jouer 5 exemplaires de cette carte, mais vous allez jouer 4 exemplaires de cette carte et un exemplaire d'une carte qui fait la même chose. Ce n'est pas le même nom, mais c'est les mêmes statistiques de la carte. Du coup, c'est pour ça qu'on la joue en x1, c'est le 5e exemplaire de celle en x4. Ou alors on la joue en x2, c'est le 5e et 6e exemplaire, etc. Ou alors on en veut plein, et du coup on a fait 2 x 4 et 1 x 2, comme ça on a 10 exemplaires de la même carte dans le deck, ou en tout cas d'une carte très similaire. C'est pour ça que des fois il y a des x1, x2, alors quand bien même c'est des cartes de début de partie,
mais c'est des cartes qu'on a très peu de chances de piocher, c'est parce qu'en fait on veut juste augmenter le compte de tour 1, donc de cartes qui se jouent au tour 1, par exemple dans une partie. Lorcana, c'est un jeu qui vous permet de jouer 2 couleurs, donc on va choisir évidemment 2 couleurs, on va pas se priver. Comment choisir ces couleurs pour votre deck building? Ça sera suivant la stratégie que vous avez choisie. La plupart du temps, vous allez avoir une couleur qui est présélectionnée. Donc par exemple vous vous dites je veux jouer violet, let's go, on va jouer violet parce que la mécanique que vous voulez jouer est violette, donc ça c'est obligatoire. Par contre la deuxième couleur, des fois elle est libre. Si vous prenez par exemple la mécanique support, c'est jaune et bleu, ça vous avez le jaune et le bleu qui sont bloqués, vous êtes obligé de jouer jaune et bleu si vous voulez jouer une mécanique support à fond. Par contre si vous voulez une mécanique je sais pas trop, de pioche, on va dire, en violet. Dans ce cas-là, vous avez violet et il faut y foutre une couleur à côté. Et la couleur, ça va dépendre de ce qui vous manque. Il faudra étudier la couleur qui pourrait combler le mieux votre premier choix et quelle couleur n'apporterait rien ou pas grand-chose pour les éliminer. Si par exemple, vous avez besoin de gérer des créatures, le gris et le rouge, ça fera très bien l'affaire. Donc vous avez votre couleur violette qui va plus piocher des cartes et vous avez besoin de gris ou de rouge pour gérer des créatures, par exemple. S'il vous faut de la pioche, vous pouvez prendre violet en deuxième choix. Bon, ça, si vous n'avez pas pris violet en première couleur, évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker le tutoriel sur les couleurs que j'ai fait pour vous expliquer un peu ce que font les couleurs dans l'Orcana de base, même si avec chaque extension les couleurs font d'autres trucs, au moins ça vous aidera à cibler un petit peu plus si vous débutez vraiment sur quelle couleur fait quoi grosso modo. Ensuite, on passe à la répartition des cartes ancrables et non ancrables. Dans l'Orcana, j'ai fait aussi un tuto sur les cartes, sur l'encre, un petit peu comment mulligan, comment ancrer, etc. Des petits tutos pour vous aider à y voir plus clair. Si vous mettez trop de cartes non ancrables, vous risquez de ne pas pouvoir avancer dans votre compte d'encre et du coup de ne pas pouvoir lancer plusieurs sorts dans le même tour ou bien un sort qui coûterait plus cher. Quand je dis sort, c'est personnage, c'est toutes les cartes. Le ratio classique, c'est 45 cartes ancrables et 15 cartes non ancrables. Ça vous permet d'avoir une carte sur 4 qui est non ancrable, ça ne doit pas être trop gênant, puisque du coup, quand vous allez piocher, imaginons, il y a 3 cartes sur 4 qui vont être ancrables. Donc, si vous avez besoin d'avancer, normalement, ça le fait. Mais au mulligan, ça peut faire des trucs un peu bizarres. Le mulligan, c'est quand vous décidez de jeter des cartes dans votre main au début de la partie pour en piocher d'autres. Ça peut être gênant parce que vous allez avoir, par exemple, une main avec pas mal d'ancrables, mais c'est pas des cartes que vous voulez. Vous les virez et, manque de bol, vous piochez beaucoup de cartes non ancrables. Du coup, vous êtes un petit peu coincé. Vous allez devoir ancrer des trucs que vous vouliez jouer. C'est un petit peu gênant. Du coup, ma recommandation pour vos premiers decks quand vous avez deck buildé, c'est de prendre un ratio plutôt de 48 ancrables, 12 non ancrables ou 50 ancrables, 10 non ancrables. Entre ces deux-là, donc entre 48 et 50 et entre 12 et 10 pour à peu près un truc ok. Bon, évidemment, vous pouvez jouer moins de non-ancrables, mais souvent les non-ancrables sont des cartes plus puissantes, donc on a envie d'en avoir dans notre deck. De toute façon, c'est un peu des bases de stratégie qui passent par là. Si jamais vous avez trop de non-ancrables, ça va provoquer des situations qu'on souhaiterait éviter quand vous commencez à deck builder, quand vous souhaitez jouer. Le mieux, c'est que votre deck tourne, fonctionne et puisse être testé, et ensuite vous ferez des modifications. Je rappelle qu'une carte non-ancrable, c'est une carte qui ne peut être utilisée qu'en la jouant, à quelques exceptions près avec certaines couleurs, mais bon, passons. Si vous ne pouvez pas l'ancrer, vous êtes obligé de la jouer au bout d'un moment, sinon elle est collée dans votre main, donc il faut prendre ça en compte. Faut pas jouer trop dans non-ancrables non plus qui vont servir un peu à rien et du coup rester bloqué, ou alors dans un match elle est super forte et la plupart du temps elle est pas ouf. Ça c'est une carte qu'on veut pas parce que justement elle ne peut être que jouée et non pas ancrée. On continue sur les ratios pour le nombre de personnages, d'actions, d'objets, de lieux. Quand je dis action, c'est évidemment action et chanson. Il n'y a pas de vérité absolue, ça va dépendre de la stratégie, du but de votre pack, de votre deck. Par contre, petit rappel, c'est en obtenant 20 lore que vous allez gagner une partie, et c'est quasi uniquement avec des personnages que vous gagnez du lore. Donc forcément, vous allez avoir besoin de beaucoup de personnages pour pouvoir jouer, pour pouvoir gérer les personnages adverses et gagner du lore, tout simplement. Les actions, elles doivent venir interagir avec l'adversaire pour combler certains manques de votre deck, ou au contraire pour appuyer encore plus la stratégie du deck. Si jamais vos créatures font défausser, vous pouvez jouer des actions qui font défausser, comme ça vous défaussez un maximum, et l'adversaire il a rien. Par contre, vous vous privez de certains trucs comme des sorts de gestion, des actions par exemple qui vont gérer des créatures adverses, si vous faites ça. Alors que si vous jouez des créatures un petit peu faibles et quelques sorts qui vous permettent soit de piocher d'autres personnages pour les rejouer parce que l'adversaire vous les gère, soit de protéger vos personnages, et là ça marche bien. Vous voyez, les actions elles ont complété votre but. Ça dépend un peu de votre stratégie, des cartes que vous voulez mettre dans votre pack, mais voilà, c'est un peu un truc à garder en tête. Les actions ne permettent pas de gagner seul. Si vous jouez que des actions, vous ne pouvez pas gagner, donc faut pas jouer en trop grand nombre non plus.
Et petit tips pour les chansons, enfin petit tips, c'est souvent plus intéressant qu'une simple action parce que c'est possible de la jouer gratuitement. Donc dans le même tour, on peut développer un personnage par exemple et chanter une chanson avec un personnage qu'on a déjà. Mais pour ce faire, il faut avoir suffisamment de personnages pour la chanter. Donc il va falloir compter entre 8 et 12 personnages d'un coût égal à la valeur de la chanson. Si la chanson coûte 3, il vous faut entre 8 et 12 personnages qui coûtent 3. Mais vous pouvez avoir des personnages qui coûtent plus cher. Sauf que si vous avez beaucoup de personnages qui coûtent 4, 5, 6 qui peuvent chanter votre chanson, c'est un petit peu gâché parce qu'un simple personnage à 3 suffit. Donc vous préférez avoir des personnages à 3 qui chantent des chansons à 3. Et pas un personnage à 6 qui va chanter une chanson à 3, même si vous payez pas la chanson, la puissance qu'aurait pu avoir ce personnage en l'aurant ou en allant taper les créatures adverses, ça aurait été meilleur que chanter simplement une chanson avec ce personnage. Pour les objets, pour l'instant, c'est cantonné à certaines stratégies. C'est très rare de voir plus de 4 objets joués dans un deck si on n'a pas de stratégie particulière, comme la stratégie bleue qui utilise beaucoup les objets. Donc généralement, vous jouez pas d'objets ou le petit objet qui marche bien avec votre deck, comme par exemple les flûtes dans les decks chansons qui marchent évidemment très bien. Pour les lieux, c'est similaire aux objets, c'est très rare d'en voir plus de 4, sauf si on joue un deck lieu. C'est rare les decks lieux, mais ça existe. Du coup, soit on va jouer un lieu qui marche très bien avec la stratégie de notre deck, un lieu qui est très fort, soit on n'en jouera pas, typiquement si c'est pas dans la stratégie de notre deck, encore une fois. Il est très important de pouvoir jouer des cartes tous les tours. Il y a des fois, vaut mieux rien jouer, passer son tour, etc. Hein, je sais. Par contre, ça fait perdre potentiellement du win rate, ça fait perdre du pourcentage de victoire, en fait, de ne pas jouer des cartes, de ne pas utiliser tout son encre à chaque tour. Donc c'est important de pouvoir ancrer très régulièrement, d'où les ratios d'ancrable et non ancrable. Et c'est important d'avoir des cartes à jouer tous les tours. Si vous pouvez tous les tours jouer un tour 1, c'est pas très bien parce que votre adversaire il va jouer des trucs qui coûtent 2, qui coûtent 3, qui coûtent 4, donc qui sont plus forts que tous les créatures que vous pouvez jouer à 1. Donc il faut équilibrer tout ça. Pour ce faire, on va répartir le coût de nos cartes de façon à pouvoir statistiquement piocher les bonnes cartes au bon moment, en tout cas avoir les chances de les piocher au bon moment. Pour cela, on va prendre en compte la stratégie du deck et le coût des cartes. Pour répartir tout ça, il faut prendre les deux en compte. Si on veut tout le temps avoir un personnage à 1 au tour 1, c'est possible. C'est important en fait d'en avoir une grande quantité, parce qu'une fois le tour 1 passé, on n'a pas trop envie de jouer un personnage à 1 au tour 2. Ou alors au tour 2, on veut en jouer 2. Mais du coup, il en faut encore plus que pour en avoir 1 au tour 1. De même, si on veut tout le temps jouer un personnage au tour 5 puissant, on a moins besoin d'en avoir puisque entre le moment où on commence, donc on a notre main de départ, on a fait notre mulligan et on est au tour 5 pour le jouer, il a fallu qu'on ait ancré 5 fois bien évidemment et qu'on ait pioché 5 cartes puisqu'on a joué 5 tours, ou 4 cartes si vous avez commencé. Mais du coup vous avez plus de chances de les piocher vos tours 5 puisque vous allez naturellement piocher plus, et si en plus dans votre stratégie vous piochez un peu de cartes en début de partie, vous avez encore plus de chances de les trouver, donc vous avez moins besoin d'en avoir. Vous allez chercher par exemple 8 à 12 tours 1 pour avoir forcément un tour 1 au début de la partie, alors qu'un tour 5, si vous en avez 4, il y a de grandes chances que vous le trouviez pour le jouer au tour 5. C'est pas sûr, hein, après c'est des maths, c'est des probabilités, etc. Mais vous avez moins besoin d'en avoir. Entre 5 et 6, entre 4 et 6, pardon, ça va suffire pour en avoir un au tour 5. Après, les cartes peuvent être utilisées en encre dans l'Orcana, donc c'est moins gênant d'augmenter un peu les cartes qui coûtent cher, puisqu'au pire des cas, en début de partie, c'est de l'énergie, c'est de l'encre pour utiliser nos cartes qui coûtent moins cher. Mais attention à pas trop charger non plus, parce que sinon vous retrouvez que des trucs qui coûtent 5 et 6 dans la main. Et là, je vous dis que votre adversaire ne va pas vous laisser tranquille jusqu'au tour 5 ou 6, malheureusement. Enfin, s'il vous laisse tranquille, vous avez de la chance. Comment savoir si notre répartition est correcte? Alors ça, c'est des maths, etc. Mais je vais vous donner des petits tips pour justement le voir à l'œil nu si votre deck est bien fait, une fois que le deck est fini d'être construit. On va utiliser du coup pour la répartition ce qu'on appelle la courbe d'encre. Dans d'autres jeux, on appelle ça la courbe de mana. On appellera ça la courbe d'encre. C'est un terme qui désigne le graphique en fait que vont former vos cartes si on les empile en fonction de leur coût en encre. Toutes celles qui coûtent 1, on les empile. Toutes celles qui coûtent 2 aussi. Toutes celles qui coûtent 3. Et en fait, quand vous prenez le sommet de chacun de ces tas, chacun de ces piles, ça va faire une courbe normalement. Suivant le nombre de tours 1, 2, 3, 4, etc. que vous allez jouer, elle va avoir des formes différentes. Ça, c'est un exemple de courbe. Typiquement, on voit qu'il y a un petit peu de tour 1, ça monte ensuite au niveau des tours 2 et 3, ça redescend au niveau des tours 4, 5, 6, parce qu'on va avoir de quoi jouer en début de partie, le milieu de partie va être important, et ensuite ça va redescendre sur la fin de partie. C'est pas que c'est moins important, mais c'est que comme je vous l'ai dit juste avant, on a plus de chances, on a plus de temps pour les piocher, pour les voir, pour les trouver, donc on a moins besoin d'en jouer.
À quoi ça sert donc cette courbe? Vous allez me dire, eh ben, ça sert à vérifier que notre deck n'a pas de trou dans la courbe, ce qui signifierait qu'il nous manque des cartes d'un certain coup. Typiquement, si on n'a rien au tour 3, ben, on peut jouer des trucs au tour 1, 2, bam, plus rien au tour 3, ensuite ça reprend au tour 4. Ça veut dire, quand vous voyez ça, ou alors même peu de tour 3, même si vous en avez quelques-uns, c'est-à-dire que vous avez peu de chances de les avoir, donc à votre tour 3, vous êtes en mode, ben, j'ai rien à faire. J'ai pas de truc à poser, j'ai pas grand chose, je peux essayer de jouer un tour 2 et un tour 1, mais du coup vous videz plus vite votre main, et si vous n'avez pas une stratégie agressive, bah, c'est un peu gênant. Donc vous êtes en mode, bah, du coup tour 3, là où je pourrais jouer un tour 3 avec mes 3 encres, donc le maximum de puissance que je peux développer avec 3 encres, c'est de jouer quelque chose qui coûte 3 et d'essayer que ce soit le plus fort possible à un moment donné et dans ma stratégie, bah, vous n'en aurez pas, parce que vous n'en avez pas assez. En tout cas, statistiquement, il y a beaucoup de parties où vous l'aurez pas. Et c'est à ça que ça va servir la courbe, parce que des fois, on fait pas gaffe quand on construit le deck, on construit autour d'une mécanique et tout, et on s'aperçoit, oh mince, il manque des cartes, c'est pas bon. Et là, c'est un problème. Tous les decks ne vont évidemment pas viser la même courbe. Les decks agressifs, par exemple, auront une courbe comme ceci, très chargée en début. Donc, vous voyez les tours 1 et 2, il y en a beaucoup. Il y en a aussi un peu en tour 3, 4, mais voilà, ça diminue. Ensuite, ça s'arrête, il n'y a plus rien, parce qu'on veut vraiment paquer nos cartes au début de la partie. On veut vraiment avoir tout le temps un tour 1, un tour 2, voire même 2 tours 1 pour les decks les plus agressifs. Pour les decks plutôt mid-range, on aura une courbe plutôt comme ça, plutôt agréable. C'est la courbe qu'on vise de base quand on crée un deck et qu'on sait pas trop, on va dire où on va, qu'on sait pas trop la stratégie qu'on va faire, même si c'est un conseil que je vous ai donné au début. Ayez une stratégie, pensez à un truc, mais si vous n'en avez pas et que vous commencez à assembler des cartes, vous allez viser un truc comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir répondre au milieu de partie, vous avez quand même un peu d'early game pour ne pas être cul nu, démuni face à l'adversaire, et vous avez un petit peu aussi de late game, donc de fin de partie, pour pouvoir gérer et proposer des trucs puissants et évidemment gagner la partie. Pour les decks contrôle, c'est un petit peu dur de vous donner une courbe type, même si on aurait un truc un peu lisse dans ce style, idéalement, même si voilà, c'est pas dit que ce soit forcément ça votre courbe, mais vous allez avoir des trucs équitablement répartis, voire même vous allez avoir un trou au niveau du milieu de la partie, parce qu'en fait vous allez gérer les cartes de votre adversaire, puis passer tout de suite à des cartes très puissantes. Et en fait au milieu, vos cartes de gestion vont coûter moins cher, vous allez essayer en tout cas qu'elles coûtent moins cher que ce que fait votre adversaire, ou alors que utiliser des trucs chers qui vont gérer plusieurs choses d'un coup. Comme soyez prête, voilà, pour 7, vous allez gérer plusieurs trucs d'un coup. Madame Médusa qui va vous permettre pour une créature d'en gérer une autre, et vous avez une créature qui reste, donc en fait vous avez fait -1 plus 1, vous avez fait un différentiel de 2, techniquement, avec votre personnage. Et si jamais elle arrive à trade, à challenger d'autres personnages et à survivre, voilà, c'est la fête, elle a fait plein de trucs. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on va viser avec une courbe de deck control, même si là c'est un peu compliqué, il peut y avoir plein de courbes différentes. Voilà les conseils que je donnerai pour du coup deck builder. Ensuite c'est à vous de choisir un petit peu les cartes. Pour finir, peu importe si vous construisez autour d'une mécanique et d'une carte en particulier, demandez-vous toujours comment mon deck gagne. Comment est-ce que je vais faire pour gagner une partie? Est-ce qu'il y a suffisamment de payoff à ma stratégie, c'est-à-dire des cartes qui me récompensent de jouer certaines cartes, par exemple le Mickey Mousquetaire qui va vous faire piocher des cartes en fonction des remparts, c'est ce qu'on appelle un payoff. Vous êtes joué rempart, vous êtes récompensé par ce Mickey Mousquetaire qui vous fait piocher plein de cartes parce que vous avez des remparts. Et au contraire, est-ce qu'il a suffisamment de liants? C'est des cartes moins impactantes mais qui sont nécessaires à la mécanique ou bien à la stratégie, au fonctionnement du deck. Typiquement, si vous jouez un deck mid-range, vous avez besoin d'avoir des actions qui gèrent les personnages. C'est important. Si ça c'est des liants, c'est des cartes qui sont pas forcément tout le temps bien, suivant quel deck vous allez affronter, ça peut être excellent ou pas ouf, mais vous en avez besoin parce que si vous ne gérez pas les créatures de votre adversaire, vous vous faites déborder. A contrario, si vous jouez un deck aggro, le liant ça va être par exemple des sorts de pioche, parce que vous voulez gagner du lore vite, donc vous jouez des petites créatures qui gagnent beaucoup de lore, et du coup vos sorts de pioche, bah, ça vous aide pas à gagner du lore, mais en fait ça vous fait piocher d'autres cartes qui elles vont faire gagner du lore. Donc une carte qui fait gagner 1 ou 2 points de lore, plus tard dans la partie ça va être moins bien qu'une carte qui en fait piocher 2 autres, qui vous permet de jouer 2 créatures d'un coup pour gagner du lore d'un coup et surprendre votre adversaire. C'est toutes ces choses là qu'il faut vérifier, et ça vous allez le voir en testant votre deck ou simplement en analysant un peu. Vous posez ces questions-là, genre ok, le liant ça va être ça, les payoffs, donc les choses qui vont me faire gagner ou qui me récompensent en tout cas ça va être ça. Si vous avez les liants et les payoffs, au milieu vous avez des trucs qui sont ni l'un ni l'autre, qui sont votre base de stratégie on va dire, et si vous avez un peu tout ça, vous êtes pas mal. Par contre, si vous vous retrouvez sans condition de victoire, ou qu'il vous manque donc du lion, un payoff comme je disais, il faudra retravailler votre deck au possible en gardant les autres paramètres à l'œil, donc vous gardez toujours la courbe. Si vous dites ah bah ouais mais j'ai pas d'anti-créature, et vous mettez plein d'anti-créatures qui coûtent 4 et 5, votre courbe pouf, elle monte, et ça veut dire que en début de partie ça vous aide pas.
Au moment où vous atteignez la courbe, ça vous aide, mais au début, ça vous a pas aidé. Et encore pire, si vous avez enlevé des trucs qui coûtent 1 et 2 pour des trucs qui coûtent 4 et 5, ça déstabilise, et là, du coup, le deck, il marche plus du tout. Quand même, vous avez rajouté ce qui vous manquait, parce qu'il faut faire attention à ça. Donc c'est un savant mélange à tester, et à voir, du coup, comment ça se comporte quand vous testez votre deck, bien évidemment. On passe au cas pratique, on va essayer de construire un deck autour des madrigals. J'ai choisi ça un peu arbitrairement, je me suis dit que ce serait bien pour commencer, donc on va taper Madrigal, je vais utiliser le site dreamband.inc pour ce faire, et je vais voir si je respecte mes propres règles de deck building ou pas, sachant que les règles que je vous ai données, on peut s'en affranchir dès lors qu'on sait pourquoi. Si on ne sait pas pourquoi et qu'on fait juste autre chose, il y a des chances que ça ne fonctionne pas, malheureusement. Les couleurs, pour le coup, pour le choix, on n'a pas trop le choix, puisque Madrigal, c'est violet et jaune. Si on se passe d'une couleur, on se passe de plein de Madrigal. Donc, pour le coup, le choix des couleurs, ça va être assez simple. Le but de mon deck, ça va être de faire un deck plutôt casual, plutôt fun, mais je vais quand même prendre en compte que je puisse gagner des parties. Donc je vais pas viser un environnement metagame compétitif ou autre, juste je vais essayer de créer un deck pour jouer les Madrigal, ça me fait plaisir, et je vais essayer de gagner avec ma petite famille Madrigal qui fait plaisir. On va commencer, on va mettre les cartes, la base du deck, la stratégie du deck, donc de jeu des Madrigal. Pourquoi on joue des Madrigal? Parce qu'on a deux cartes intéressantes, c'est Alma Madrigal, qui permet d'aller chercher un Madrigal, de mélanger son deck et de le mettre au-dessus. Donc ça nous permet, avec cette Alma Madrigal, d'aller chercher n'importe lequel pour le mettre, et on en a des plutôt sympas. Et on en a un deuxième de pourquoi on voudrait jouer des Madrigal, c'est Mirabelle, évidemment. Pour 5, on a une 3-5 qui est pour 2, qui a soutien, et qui, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, va donner plus 1 de l'or à nos autres personnages Madrigal. Donc si on a un board pas mal rempli de Madrigal, quand on va envoyer Mirabelle à l'aventure, qu'on va lorer avec, on pourra lorer énormément. J'ai envie de jouer cette Augustine. Donc là, vous n'allez pas bien voir le deck à droite, mais je vous le montre après, vous inquiétez pas. Je vais jouer Mirabelle aussi. Évidemment, on joue Alma. Félix, il n'a pas de texte, donc ça m'intéresse pas trop. On va jouer Julieta, parce qu'elle a du texte, c'est bien. Antonio, il n'a pas de texte, je passe. On va jouer Bruno, même s'il a une capacité un peu spéciale. Voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, hein. Le but, c'est pas de vous faire une deck tech, mais simplement de vous expliquer mon cheminement de pensée. Lui, il est insaisissable, donc c'est pas mal. C'est dur d'aller le chercher. Il est 3-3 en plus, donc il peut aller tuer des trucs insaisissables chez votre adversaire sans mourir. Et son autre effet, c'est que si on l'engage, on nomme une carte, puis on révèle la première carte de notre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, on la prend dans notre main, on la pioche, puis on gagne 3 éclats dedans. Sinon, on la remet sur le dessus de notre pioche. Donc si vous en avez deux, vous pouvez en utiliser un pour tenter un truc au hasard et utiliser le deuxième pour valider l'effet. Et on va voir si on peut utiliser ce Bruno autrement que en disant des trucs au hasard. Camilo Madrigal, il a des effets assez sympas, il me semble. Il peut gagner soit de l'or, soit être une 4-5 pour 4. C'est Ancrab, c'est Madrigal. On aime bien, on va en jouer aussi. Dolores Madrigal, c'est joué même en compétitif, c'est intéressant. C'est une 3-3 qui leur pour 2, pour 4 et qui fait piocher une carte quand l'adversaire a quelque chose d'engagé, ce qui est très souvent le cas. Louisa Madrigal, je ne sais pas si j'en veux, pour le coup. Petit doute sur cette Louisa. Je pense que non, en plus elle est non ancrable, elle n'est pas très puissante. Mirabelle, on en veut évidemment 4. Isabella, très intéressant aussi, c'est une créature avec des bonnes statistiques en insaisissable. Elle lore que pour 1, sauf si aucun autre personnage n'a été à l'aventure ce tour-ci, parce que du coup, elle gagnera plus 3 de lore, donc elle fait gagner 4 de lore toute seule, et ça c'est vachement bien. Par contre, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, nos autres personnages ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. Donc suivant avec quoi on peut lorer, c'est intéressant de lorer qu'avec Isabella, parce qu'elle est assez protégée de par son côté insaisissable. Donc on va jouer des Isabella. Et ce Bruno, alors, je suis passé dessus. Il est 4-5, il lore pour 1. Quand on le joue, on donne un de nos personnages, quand ce personnage est banni via un défi, pour l'envoyer dans la main de son propriétaire pour le reste de ce tour. Ça nous permettrait d'envoyer des créatures, enfin des personnages comme Camilo ou quoi, dans les créatures adverses, ou Dolores pour les reprendre en main. Notamment Dolores, elle refait un effet sympa quand on la joue. Donc je pense que je vais jouer 2 Bruno. Mais vous voyez, c'est un tour 5 et il est non ancrable. Et il n'est pas nécessaire à ma stratégie. Donc je vais pour l'instant pas en mettre beaucoup. Pour les autres Madrigal, j'estime juste qu'ils sont pas très intéressants. Peppa, parce que j'ai un peu lu les Madrigal avant de faire la vidéo, on sait jamais. Peppa, je la trouve pas très forte. Louisa, ça pourrait être joué, mais pas ouf.
Antonio Madrigal, il a pas de texte, Félix non plus. Donc voilà. Et ce petit lieu, bah écoutez, ça ne marche pas spécialement avec les madrigales. Il faut juste avoir un personnage dedans pour gagner un éclat de l'or, mais on n'a pas le temps là. On a envie de curver, on a envie de jouer des tours 1 au tour 1, des tours 2 au tour 2. Ça fait pas grand chose jusqu'à ce qu'on ait mis un personnage dedans. Moi, j'aime pas trop ce lieu-là, donc on va pas le jouer. Donc là, on a nos madrigales. Donc on peut checker déjà. Je peux mettre comme ceci. Je vais vous décaler un petit peu le lecteur pour que vous puissiez voir. Voilà. Là, on a nos créatures. Ok. On peut regarder la courbe. Donc on a 38 personnages, il nous manque 22 cartes. J'aimerais monter à plus de 40 personnages pour faire un truc solide. On peut regarder la courbe. Donc ça, c'est notre courbe. On voit qu'en début de partie, on est vachement mouligasse. Au tour 3, on est déjà pas mal, on en a 8. Ensuite, on monte au tour 4, on en a 12. Ce qui, pour un deck qui se voudra midrange, je pense, est bien. Un peu moins de tour 5, sachant qu'il y a des ancrables. Là-dedans, c'est cool. Là, on n'a pas besoin de fin de partie spécialement. On est bien. Par contre, il nous faut un peu plus d'early game et un peu de mid game. Donc, il va falloir des tours 1, 2 et 3, principalement. Au niveau des cartes non ancrables, il faut respecter le ratio d'avoir moins d'un quart. On est déjà à 10 cartes non ancrables, donc on ne veut pas trop monter non plus. Donc ça, faut le prendre en compte. Ok. Je sais qu'on a Bruno Madrigal, donc on peut jouer 2 cartes. Ça, je les connais, donc on va gagner du temps. Elles sont en violet. On va jouer 2 cartes qui sont des tours 2 et qui nous permettent de regarder la carte d'une suite de notre deck. Donc ça va nous permettre de filtrer un peu pour piocher plus facilement ce qu'on veut et aussi de marcher avec Bruno quand il est là. La première carte, c'est Merlin. Quand c'est une 2-1 pour 2, quand on le joue ou qu'il quitte la zone, on regarde la première carte de notre pioche. On peut la laisser au-dessus ou la mettre en dessous. Avec Bruno, il faut la laisser au-dessus et s'en rappeler. Donc on va jouer des petits Merlins, ça marche bien avec Bruno et c'est un tour 2. Et hop là, nickel, il y a Isma juste en dessous. Et elle est 2-2 pour 2 et elle fait le même effet que Merlin, de regarder la première carte du dessus et de la mettre en dessous ou au-dessus, mais que quand elle est envoyée à l'aventure. Par contre, elle peut le faire plusieurs fois. Merlin, il va le faire quand il arrive et quand il part. Isma, elle peut le faire potentiellement tous les tours. Donc on va jouer 4 Isma. Et là, du coup, on a rajouté tour 2, on a 12 tours 2, ce qui est pas mal. Il y a de grandes chances qu'on puisse jouer un tour 2 au deuxième tour de la partie. Maintenant, on joue violet, on a envie d'avoir des tours 3 notamment, on peut jouer, je vais taper le nom, ça, on va gagner du temps. Nos amis de l'au-delà, c'est très bon, et du coup on rajoute 4 actions, parce que c'est une action qui est très puissante. Cette action, pour la chanter, il nous faut des personnages qui coûtent 3 ou plus. On a Alma Madrigal et Julieta Madrigal, mais c'est un petit peu mou sur la courbe à 3 là. Surtout Julieta, des fois on a envie de la jouer plus tard. Donc on aura envie de jouer un peu plus de tour 3. Et moi je connais un tour 3 qui marche très bien avec mes amis de l'au-delà et qui marche très bien tout court. C'est Maléfique qui pioche quand elle arrive en jeu. C'est pas une créature qui a des stats très élevées, mais bon, quand on joue jaune-violet, de toute façon, on n'a pas des créatures avec des stats très élevées. Et là, on a nos 12 créatures qui coûtent 3. On a une Maléfique qui nous fait piocher des cartes. On pioche beaucoup avec ce deck, c'est bien, puisqu'on peut piocher avec Julieta. On sélectionne notre pioche avec Isma, Merlin et Alma. Alma qui va marcher d'ailleurs avec Bruno, puisque comme on va chercher un Madrigal qu'on le met au-dessus, ensuite on dit quel Madrigal on allait chercher, et on le pioche avec Bruno, ça marche bien. On peut piocher aussi avec Dolores, ça c'est cool. Et Bruno, c'est pas vraiment de la pioche, mais un petit peu, puisqu'on renvoie une créature dans notre main. Donc là, on manque pas de pioche, on va pouvoir tenir des parties un peu longues et s'en sortir comme ça. On peut checker où on en est de la courbe. Maintenant, hop, voilà, on voit que la courbe s'est bien améliorée, mais elle pêche toujours un peu au niveau des tours 1. J'aimerais bien avoir un peu plus de tours 1, et on pourra pas trop avoir d'interaction malheureusement. Donc on voudrait une bonne créature à 1. Je vais mettre Chernabog, parce que c'est une bonne créature qui coûte 1, qui peut se bannir toute seule pour piocher une carte, si besoin, ou alors aller chercher des trucs qui ont 2. Si elle était 2-2, elle irait pas chercher beaucoup plus de trucs, parce que là on a des petites statistiques, on veut pas des créatures qui vont chercher les drop 1 adverses qui ont qu'un de points de vie. On veut des trucs comme adeptes qui vont chercher des tours 2, voire des tours 3. Donc ça c'est très bien. Et en plus ça se recycle. Donc là, vous voyez, on monte la courbe. C'était un peu décalé, pardonnez-moi. On monte la courbe en rajoutant ces adeptes de Chernabog. Et là, on a une courbe qui est vachement mieux. On a encore 2 places. Alors ça, il y a une carte que j'aime bien, moi, qui n'est pas en améthyste. On a combien ? On a
48 ancrables, 10 non ancrables. Donc on peut se permettre une carte non ancrable. J'ai plus envie d'alourdir ma courbe à 4 mana, parce que là, à 3, on va assez facilement jouer du coup un personnage à 3, comme Maléfique par exemple, puis chanter Mes Amis de l'Au-delà au tour 4, avec ce qui va nous permettre de trouver des tours 4. Mais nos créatures, comme je disais, elles n'ont pas beaucoup de stats, donc elles vont mourir au début de partie. Et si elles meurent, on a envie de pouvoir les reprendre, donc on va aller chercher un petit Hadès. Hop là, on en met 2 de ce petit Hadès, qui est une 3-2, je peux vous zoomer dessus, pour 4 non ancrables, et quand on le joue, on reprend un personnage de notre défausse dans la main. Et comme on a un intérêt à avoir beaucoup de madrigals sur le champ de bataille, eh ben on a envie que nos madrigals qui se sont fait gérer, on puisse les reprendre. On a beaucoup de madrigals dans ce pack. On en a 10 plus 14. Je vais redécaler du coup. On a 10 plus 4, 14, plus 8, 22, plus 8, 30, plus 8, 38. On a 38, donc quasiment 2 cartes sur 3 dans notre deck sont des madrigals. Donc il y a de grandes chances qu'il y ait pas mal de madrigals sur le champ de bataille quand on va jouer notre Mirabelle. On a beaucoup de sortes de pioches, donc ça veut dire qu'on va souvent trouver les cartes qu'on cherche. On a respecté la règle de cartes en 4 exemplaires. On a juste mis 2 exemplaires de Bruno parce qu'il est non ancrable et qui coûte un petit peu cher. Et Hadès parce qu'il est non ancrable et qui coûte 4, donc on a le temps de le trouver. Et tant qu'on n'a rien dans la défausse, on n'a pas envie de jouer le Hadès. Donc de toute façon, c'est une carte qu'on veut jouer un peu plus tard dans la partie pour typiquement rejouer ce qu'on a pioché avec. On a des payoffs, des façons de gagner qui sont Mirabelle Madrigal, Isabella Madrigal et Bruno. Hein. Si jamais on a les cartes qui marchent avec, on va pouvoir gagner beaucoup de l'or et piocher encore avec lui, ce qui est très cool. Il est quand même insaisissable. On a 2 débuts de partie avec Augustine, Adepte de Tchernabog. On a aussi 12 tours 2 qui vont nous permettre de prendre un peu le board et soit avec le soutien de le mettre sur notre tour 1 pour aller chercher un gros truc en face, soit de faire un petit peu de sélection avec Isma et Merlin. Notre early game est un petit peu frêle au niveau des statistiques, mais c'est pas trop gênant parce que c'est pas ça qu'on vise. Nous on veut juste tenir un peu en début et mettre en place une stratégie. Écoutez, ce deck il m'a l'air nickel, il m'a l'air nickel carré. En plus il est pas cher, hein. Si jamais vous voulez le monter c'est 18$. Donc pour le coup c'est vraiment budget. En même temps Madrigal ce n'est pas joué. Peut-être ça le sera un peu plus avec les nouvelles cartes Madrigal qui vont arriver dans le futur. Ok, je crois qu'on a coché tout. Je vais prendre mon petit débrief là, mon petit fichier tuto. Je vais vous dire si on a respecté. Donc la courbe, je vous la remonte, elle est comme ceci. C'est nickel. Voilà. On aurait aimé avoir peut-être un petit peu plus de tour 1, idéalement, mais j'avais pas trop envie de dénaturer le truc. On joue un deck mid-range. Dans l'Orcana, c'est pas choquant de jouer un peu plus de cartes comme ça. On a basé sur une mécanique madrigal, on a des payoffs, donc des choses qui vont nous faire gagner, on a un peu de liant, enfin beaucoup de liant même avec des piocheurs, avec des cartes qui vont nous permettre d'aller chercher ce qu'il faut, et en plus on a de la chance d'avoir Alma Madrigal qui va nous chercher n'importe lequel des madrigals pour le mettre au-dessus, donc on peut pas se louper, hein. Si on l'a, ça veut dire qu'on va chercher un tour 4 par exemple, comme Dolores ou Bruno ou Camilo. Si on la joue plus tard, on va chercher Mirabelle ou Isabella, ça marche très bien. Qu'est-ce qu'on doit checker d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme type de deck? Un deck plutôt mid-range, sous-type synergie ou bonne carte. On n'a pas trop de bonnes cartes, donc on a plutôt un deck synergique. Vous voyez, on a Merlin, Isma qui sont des cartes pas ouf, mais qui marchent très bien avec Bruno. On a des cartes Madrigal qui sont globalement faibles, mais qui deviennent très bien si on a Mirabelle. On a Alma qui peut chercher n'importe lesquels de nos Madrigal pour le mettre au-dessus, donc ça marche encore une fois bien. On a quelques bonnes cartes évidemment, mais on a surtout des cartes de synergie. Le liant, c'est des cartes comme Maléfique et comme Mes Amis de l'Au-delà, typiquement. Composition du deck, on a 60 cartes, on a beaucoup de personnages, on a maximisé les x4, sauf quelques cartes qu'on a justifiées en 2 exemplaires. Pour le choix des couleurs, on n'a pas le choix, on jouait Madrigal, donc on jouait forcément ça. On n'a pas d'objet ni de lieu, mais on n'en a pas besoin, donc ça tombe très bien. On aurait pu mettre peut-être le château de la reine, qui est un bon lieu, mais je ne sais pas sûr que dans ce deck, on ait très envie de jouer le château de la reine. On a de quoi monter à 20 l'or avec notre stratégie, hein, c'est possible, ça fait plaisir. On peut jouer des cartes tous les tours parce qu'on a une courbe qui le permet. Peut-être pas tout le temps au tour 1, il y a des fois où on n'en aura pas, mais en tout cas, il n'y aura pas de cas où on n'aura rien à jouer au tour 2, parce qu'on a entre les tours 1 et les tours 2 20 cartes, donc un tiers de notre deck, donc vraiment les chances qu'on ne pioche ni tour 1 ni tour 2 sont extrêmement faibles, surtout avec le mulligan de l'Orcana.
Donc on a une jolie courbe. On n'a que 12 nœuds ancrables pour 48 ancrables, c'est très bien. Répartition des couleurs, ça, pas besoin de répartir, on s'en fout dans l'Orcana. Il n'y a pas de trou dans la courbe. On est censé tout le temps avoir des cartes à jouer avec notre main. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a construit un deck, il se tient, on a respecté tout. Ça, je peux vous le dire, c'est un deck qui fonctionne. Vous n'allez pas forcément gagner des parties ou quoi, ça c'est peut-être que la stratégie n'est pas assez forte, mais vous allez jouer des cartes tous les tours, vous allez avoir la sensation de jouer au jeu et de pouvoir faire des choses, d'avoir des interactions, de faire quelque chose, d'avoir une synergie qui se met en place. Par contre, voilà, si jamais le deck marche pas du tout, bah, c'est pas qu'il marche pas parce qu'il est mal construit, c'est simplement qu'il marche pas parce que les cartes sont pas assez fortes et ne peuvent pas gagner. Mais ça c'est autre chose, c'est juste que la stratégie marche pas. C'est pas parce que vous assemblez des decks fonctionnels que ce sont de bons decks. Gardez ça en tête évidemment quand vous deck buildez, vous ne réussirez pas forcément du premier coup à faire un bon deck fluide qui marche, qui en plus est un bon deck. Si vous réussissez à faire ça du premier coup, félicitations, vous êtes très fort, mais généralement ça passe par quelques petits balbutiements qui mènent à des decks pas ouf dont on se souvient très peu. Par la suite, on préférera les oublier. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous a régalé, que ça vous a aidé. Dites-le en commentaire si c'est ce que vous cherchez comme genre de tuto. Et si vous avez besoin d'autres tutos qui ne sont pas sur la chaîne, dites-le également en commentaire. On vous en proposera assez régulièrement, enfin dès qu'on a le temps et l'idée pour vous le faire, bien évidemment. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.